Bonjour, bienvenue à cette activité du marché du cours qui se tient donc dans le cadre du festival Regard sur le court-métrage. Et cette activité s'intitule Animation libre et comparée. Alors donc, il sera question d'animation. Le titre est très clair. Et vous avez la chance d'avoir devant vous aujourd'hui, c'est pas une blague, des gens qui appartiennent à la crème du cinéma d'animation mondial. C'est pas rien. J'aimerais vous les présenter tout d'abord rapidement, l'un après l'autre. Ensuite, on aura avec chacun d'eux une discussion pour avoir également un extrait de leur film. Et tout au long donc, de cette rencontre, je vous inviterai à poser des questions, à participer, parce qu'il est trop rare qu'on puisse avoir donc l'occasion d'avoir avec nous une si belle brochette. Ça arrive plus souvent dans une assiette qu'on a une belle brochette que devant soi. Comme ça. Alors, à ma gauche, j'ai Patrick Bouchard. Patrick présentait ici l'année dernière au Festival Regard sur le court-métrage le film Bidlo, magnifique. Patrick a été récipiendaire de 3 Jutras en court-métrage d'animation, donc 3 prix Jutras, ce qui est assez exceptionnel. Et donc, Patrick est un spécialiste de l'animation de marionnettes et a développé un style tout à fait unique. On aura donc l'occasion de s'entretenir avec lui à ce sujet. À la gauche de Patrick, Franck Dion. Donc, Franck est au jury de cette édition de Regard sur le court-métrage. L'année dernière, Franck présentait un film qui s'intitule « Edmond était un âne ». Le film a remporté le Grand Prix national de cette édition de Regard sur le court-métrage 2013. Et Franck, donc, s'est déplacé de Paris pour venir nous rencontrer ici à Saguenay. À la gauche de Franck, Théodore Rouchève. Théodore présente un film cette année à Regard sur le court-métrage qui était présenté dans le programme numéro 2. Le film s'intitule Gloria Victoria. Il s'agit donc du programme où tous les films étaient présentés en stéréoscopie. Le film en question, Gloria Victoria, est en nomination cette année pour le prix Jutra du meilleur film d'animation. Donc, Théodore Rouchève a une production abondante. On aura donc également l'occasion de s'entretenir avec lui sur son travail. Et enfin, à la gauche de Théodore, Chris Landreth. Chris présentait lui aussi un court-métrage dans le même programme que celui de Gloria Victoria. Le court-métrage de Chris s'intitule Subconscious Password, également connu en français sous le titre de Jeu de l'inconscient, donc un film d'animation, encore une fois, en stéréoscopie. Et le film connaît depuis sa première mondiale une carrière remarquable. Il a notamment remporté le Grand Prix, c'est-à-dire le Cristal, au Festival du film d'animation d'Annecy cet été. Le Festival d'Annecy étant le plus important festival d'animation au monde. Alors donc, vous avez devant vous des créateurs d'exception, des gens brillants, des gens talentueux, et on aura donc la chance de pouvoir s'entretenir avec eux. Mais revenons à nos moutons, et on va revenir, vous allez voir, à un bœuf, en fait. Avant donc de nous entretenir avec Patrick Bouchard, regardons un extrait de son plus récent court-métrage « Bidlo ».
Charles. C'est un film puissant, d'une maîtrise exceptionnelle. Et j'ai insisté en présentant Patrick tout à l'heure sur sa spécialisation d'animation de marionnettes parce que ce n'est pas une technique qui a une tradition particulièrement ancienne ici. Ce que je veux dire par là, c'est qu'au Québec, l'animation de marionnettes est arrivée assez tard. En fait, c'est surtout l'arrivée de Korenman à l'ONF vers la fin des années 60 qui a donc initié une pratique dans l'éventail des disciplines d'animation pratiquées ici, c'est-à-dire l'animation de marionnettes. Et donc, Patrick se spécialise dans une technique qui est assez qui n'est pas si répandue ici dans l'histoire de l'animation. Alors, ma question, Patrick, dans ton parcours, comment en es-tu arrivé à l'animation de marionnettes, sachant qu'il n'y avait pas vraiment de modèle ici au Québec dans cette technique-là? Je dirais que en faisant le bac interdisciplinaire ici, étant donné que c'est interdisciplinaire, donc j'ai commencé, moi, à faire en peinture, après ça en sculpture. Puis là, j'ai commencé comme ça, j'ai un peu, je me suis promené comme ça à travers le bac. Puis à un moment donné, l'animation, en fait, c'est venu assez naturellement. Vous avez fait de l'animation dans ce bac? Non, il n'y avait pas de cours d'animation. Non? C'est vraiment par intérêt, en fait, l'animation. Mais la marionnette, c'est venu parce que en fait, c'est le contact avec, tu vois, quand je parle de sculpture, de peinture et tout d'un coup, j'ai fait des cours en vidéo aussi. Puis là, tout ça combiné ensemble, pour moi, ça donnait naturellement le cinéma d'animation de marionnettes, étrangement. Mais c'est en fait, en volume. Oui, comment est arrivée l'idée de les faire bouger à un moment donné, ces marionnettes? Puis c'est ça, puis c'est venu vraiment... c'est en voyant les films aussi, là, évidemment, là, quand on... si on va chercher un petit peu plus loin, c'est sûr que les films avec le travail de Ray Harryhausen, par exemple, qui pour moi, effets spéciaux, ça a été très, très marquant pour moi dans mon parcours. Les Jason, puis toutes les Sinbad et compagnie, le clash. Oui, ces films-là étaient diffusés régulièrement à la télé. Oui, c'est ça. C'est ça, c'était grand public. Là. Puis moi, je regardais ça, puis je me souviens très bien de m'être posé la question au moment où ces films-là passaient. J'étais tout petit, puis je me posais la question, comment ils font pour faire bouger? Puis la seule façon que je voyais qu'ils pouvaient le faire, c'était image par image. Mais je me disais que ça se pouvait pas, parce que c'était un travail trop... je me disais, ça se peut pas que ça soit fait comme ça serait beaucoup trop long. Et puis aujourd'hui, ben, c'est ça. Donc, je le fais, puis je peux pas dire pourquoi. Alors, donc, tu as réalisé ici, si mes informations sont bonnes, tu as réalisé un film qui s'intitulait Jean le Viériste. C'est ça. Et à la suite de ça, est arrivée une rencontre marquante qui est avec, je crois, Pierre Hébert à l'ONF. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, donc oui, effectivement, j'ai peut-être mentionné Alain Corneau, qui est relativement connu ici dans la région, qui est un producteur à l'époque qui avait les productions de la Chasse-Galerie, qui était une des seules boîtes de production, en fait, qui malheureusement, aujourd'hui n'existe plus. Mais bon, donc, j'ai travaillé avec Alain Corneau, c'est lui qui était qui était mon coordonnateur de projet sur Jean le Viériste. Et comme ça, de fil en aiguille, j'ai présenté mon projet Jean le Viériste, puis il s'est dit, lui, il avait déjà travaillé à l'ONF à l'époque, puis il s'est dit qu'il pouvait y avoir des liens possibles entre le travail que je voulais faire avec ce film-là et ce qui se faisait à l'ONF, ce que lui avait vu, enfin, déjà à l'époque à l'ONF, dans les années 70. Tu habitais ici. J'habitais ici, oui. Puis comme ça, de fil en aiguille, c'est ça, c'est que Pierre Hébert étant producteur délégué, était le producteur du studio à l'époque, là, c'était en 99. Et puis, il a regardé, c'est ça, Alain et lui se sont parlé, puis on dit, ce serait peut-être intéressant. Puis une question de timing aussi, il faut dire. L'ONF voulait injecter de l'argent à l'époque dans les régions pour faire des films, vraiment sortir des murs de l'ONF de Montréal, puis aller produire dans les régions. Donc, c'est devenu un projet pilote qui est enfin devenu Les Ramoneurs cérébraux, qui est mon premier film dans un cadre professionnel qui a été fait à l'ONF. Film assez ambitieux, d'ailleurs, avec beaucoup de décors. C'est un film, c'est 13-14 minutes à peu près, si je me souviens bien. Oui, autour de ça. Un gros projet, oui. Oui, c'était un très gros projet pour les connaissances aussi qu'on avait. On a tout appris ici, quand malheureusement, je dis malheureusement, par la suite, il a fallu que j'aille produire, que j'aille faire mes films à l'extérieur de la région parce que,
question de coût, ça engendrait beaucoup de coûts, le fait de faire ça ici. Donc, malheureusement, c'est ça. Mais, oui, ça a été... Et donc, Les Ramoneurs cérébraux a été ton premier film, mettons, professionnel, ou en tout cas produit dans un cadre... Oui. c'était une coproduction avec... C'était pas une coproduction. C'est une coproduction, une production 100% C'était une production 100% ONF. Et donc, Les Ramoneurs cérébraux, Révérence, Dehors Novembre et Bibelot. Et ce qu'on remarque dans cet enchaînement de 4 films, c'est tout de suite une esthétique, un style très, très fort qui apparaît dès le premier film. Et c'est une esthétique Patrick Bouchard. Une esthétique de l'effritement. Une esthétique de la patine, de l'usure. Je ne sais pas si tu es conscient à quel point l'esthétique que tu as fabriquée, tu as mis en forme est vraiment unique dans le domaine de l'animation. Je ne pourrais pas dire que j'en suis si conscient que ça. Ouais. Même... Parce que, bon, Bibelot, c'est aussi les textures, Ouais. l'usure du bœuf, bon. Oui, ça, il y a quelque chose. Ouais. Je ne sais pas, je pense que c'est le parcours que j'ai eu aussi a fait que j'ai appris à éclairer d'une façon. J'ai appris à fabriquer des décors d'une façon en utilisant certains matériaux. Je pense que ça vient, il y a quelque chose qui est venu, oui, naturellement, mais aussi c'est une combinaison de gens avec qui j'ai travaillé. Les Dominique Bédard, Christine Girard, je ne sais pas, Marcel Mercier, les gens avec qui j'ai travaillé de très près. Pour fabriquer des décors, pour tout ça. J'ai beaucoup appris avec ces gens-là, en fait. Mm-hmm. Et je te dis pas évidemment, bon, l'esthétique, c'est quelque chose qui est très personnel à un moment donné. Puis je l'ai fait aussi de façon très, je sais pas, très naturelle, d'aller vers ce genre d'esthétique-là. Mais en travaillant avec ces gens-là aussi, ils ont contribué à, c'est ça, quand je parle d'éclairage, je parle de décor, de patine. J'ai appris comment faire les choses. Je l'ai fait d'une façon, puis ça finit par donner... ça finit, je pense, par être une combinaison, finalement, de ce qu'on est. Et, oui, continue, oui. Oui. Puis, non, j'allais simplement dire que je me souviens de quelque chose. Je me souviens qu'à un moment donné, j'étais en train de faire Les Ramoneurs cérébraux, puis Marcel Jean, qui est devenu le producteur par la suite, hein, qui a succédé à Pierre Hébert, a dit... Est-ce que tu connais les frères Coué? Puis les frères Coué, ce sont des cinéastes qui font des films en stop motion, mais qui sont très noirs, très texturés, on peut faire peut-être une relation avec mon travail par rapport à l'esthétique, mais je connaissais pas ça du tout, en fait. Là, j'étais en train de faire mon film, puis ils me montrent ce que les Coué font, et je fais, bon, ben mon Dieu. Il y avait une voix, donc, dans ce... Il y a quelque chose, okay. Oui, étrangement, qui était peut-être déjà là, peut-être... mais bon, inconsciemment, j'étais déjà dans quelque chose qui était dans l'air du temps, disons. Est-ce que c'est exact de penser que pour toi, le fait main, le toucher, c'est important dans ta démarche de cinéaste? Fait, ma question amène une autre question, c'est que tu serais tenté éventuellement d'aller vers la 3D, pas la stéréoscopie, là, mais l'animation par ordinateur. Non, tu te poses la question. Je me pose la question. Ouais. Pourquoi pas? Je me dis pourquoi pas. Maintenant, naturellement, c'est pas vers là que je me dirige du tout. Pour moi, effectivement, c'est le côté tactile, travailler avec la matière. Je pense que d'abord, c'est la chose qui me fait, moi, triper, là. C'est ça. C'est de pouvoir manipuler. Pouvoir manipuler les objets, les éclairages, comme si j'étais sur un vrai plateau de tournage. C'est très physique, hein, l'animation stop motion. C'est pas du tout... Ah oui? Même si on fait une image à la fois, puis il peut se passer plusieurs minutes entre chaque image. Non, souvent, c'est très physique. Une dépense d'énergie, oui. Ah oui, absolument. Oui, absolument, parce que c'est un vrai plateau, mais à échelle réduite. Donc, toute la journée, moi, je veux dire, il y a mon ordinateur, il y a mon plateau. Je peux marcher 5 km. Petit bout par petit bout, je suis d'accord. Mais c'est très, très physique dans ce sens-là. Il y a du montage de décors, des montages de décors. Les éclairages montés au plafond. Aller au plafond, aller installer les éclairages, désinstaller, tout ça. Ça demande, c'est très physique. C'est pas, je ne suis pas devant une table à dessin, quoique c'est très bien, c'est très correct de le faire. Alors, je pense que c'est une des grosses différences. Donc, est-ce que j'irais vers l'ordinateur? Je pense que j'ai beaucoup cet amour-là du plateau, l'expérience de plateau. J'aime ça. Puis j'ai l'impression de ne pas encore avoir...
j'ai encore quelque chose à faire. Le tournage de Biglo, ça a duré combien de temps? Ça a duré 2 ans et demi. Est-ce que tu aimerais ça aller plus vite à l'avenir dans la réalisation d'un film? Y a-t-il une sous-question? Non, 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 non. C'est un peu long. Mais j'aimerais ça aller plus vite, oui. Il y a des techniques qui font qu'on ne peut pas aller plus vite. Il y a aussi le fait que... Je pense que quand on veut bien faire ce travail-là, il faut prendre le temps de le faire. C'est une des clés. Si on se dépêche, si on veut, ça ne fonctionne pas. Il faut prendre le temps de bien analyser ce qu'on fait, puis il ne faut pas être pressé. C'est un travail à long terme, on le sait, puis on peut travailler vite. Il y a une différence entre travailler vite puis se débarrasser. Oui. Alors, je pense que comme Biglo, c'est le temps que ça a pris. C'est le temps que ça a pris. Et bon, on a peut-être pu économiser quelques jours par-ci, par-là, mais je pense que il faut écouter le travail qu'on a à faire, le scénario qu'on a en main, il faut l'écouter, puis il faut le respecter. Puis si on respecte le film qu'on veut faire, il faut prendre le temps qu'il faut, à mon avis. Ouais. Il faut réfléchir comme ça. Et est-ce que tu as commencé un autre projet maintenant? Je suis en développement. Je fais toujours des petits projets par-ci, par-là, mais disons, sur un projet un peu plus d'envergure, là, je suis en développement, mais pour le moment, c'est pas encore... la production n'est pas encore commencée. D'accord. Oui, je suis en recherche, là, un petit peu sur certains aspects. Avant de passer à notre autre invité, je vous invite à poser des questions, à faire des commentaires à Patrick avant donc que l'on passe à Franck Dion. Si vous avez une question spontanément comme ça, je pense que Patrick connaît quelques personnes dans la salle en plus. Oui, monsieur, je pense qu'il faut que la personne se lève et prenne le micro. Voilà. Oui, bonjour. Moi, j'aimerais savoir si tu utilises le storyboard avant de travailler ou bien tu vas directement à la matière, à partir de ton idée ou de ton scénario original, disons. Je ne travaille pas beaucoup avec le storyboard, ce qui n'est pas toujours une bonne idée. Mais moi, la façon que je travaille, c'est que je vais plutôt vers des croquis, des dessins, finalement, je vais faire peut-être un dessin pour faire une proposition esthétique, mais je vais découper très rarement en plan. Je vais partir dans mon dessin, je vais m'inspirer, je vais essayer de trouver le feeling que je veux qu'il ressorte. Puis après ça, je vais découper après ça, je vais faire un découpage quand même, mais très, très sommaire. Et puis je vais dire pourquoi est-ce que je travaille comme ça. Parce que à chaque fois que j'ai fait un storyboard, premièrement, je ne l'ai jamais suivi. Et la raison est très simple. C'est que quand tu travailles avec un décor qui existe, tu prends ta caméra. Et en plus, en animation, en stop motion, ce qui est intéressant, c'est que tu es un géant dans ton décor. Tu peux le regarder comme ça, tu peux regarder dans tous les sens. Et on ne peut jamais dire, on peut jamais prévoir à l'avance puis dire, bon, ben je vais prendre la caméra, je vais voir ce plan-là, ce plan-là, comme ça. Et par la suite, prendre la caméra, se mettre dans le décor et se dire que c'est le meilleur plan, parce que c'est jamais vrai. Le meilleur plan, c'est toujours celui quand on met le Kodak dans l'œil, puis on se promène dans le décor, puis là, tu dis, ah, là, ça, j'aurais jamais pensé à montrer cette scène-là de ce point de vue-là. Mais évidemment, il faut être dedans. Alors, je ne fais pas de storyboard à l'avance. Je me laisse... j'écoute ce que le décor me dit, puis c'est comme ça que je travaille. Merci, Patrick. Et nous allons maintenant regarder un extrait d'un film coproduit par Papy 3D et l'ONF. Le film est réalisé par Franck Dion et il s'intitule « Edmond était un âne », Grand Prix national au regard l'année dernière. Au début, ça m'a fait rire. Edmond n'était pas comme les autres, je l'avais toujours su. C'est sans doute ce qui m'avait plu en lui. Mais je me suis rapidement rendu compte qu'il se passait quelque chose d'inhabituel, disons.
Bonjour, Franck Dion. Bonjour Marco. Franck, donc, on a vu Edmond était un âne l'année dernière, mais j'aurais quand même souhaité que tu, pour nous rafraîchir la mémoire ou même pour pour notre propre information, donc, nous rappeler quelle a été la genèse du film Edmond. Donc, pourquoi ce personnage qui, tout à coup, désire profondément être un âne? En fait, ça vient d'un dessin que j'avais réalisé, parce que je suis illustrateur aussi. Et des fois, pour le plaisir, je fais des dessins sans but précis et qui m'amènent souvent à des idées. Et j'avais dessiné un personnage qui avait un bonnet d'âne et qui semblait très fier de lui, d'avoir ce bonnet d'âne sur la tête. Et ça m'a inspiré l'idée d'un personnage qui serait fier de quelque chose dont son voisin aurait pu avoir honte, mais pas lui. Et donc, un personnage singulier qui, effectivement, d'un seul coup, aurait la révélation d'une identité qui ne serait pas la sienne, et aussi, par là même, parler du phénomène de l'émancipation, parce que Edmond, c'est un film sur l'émancipation, avant toute chose. Oui, donc il s'agit d'un personnage qui en fait, c'est un exclu, c'est un personnage qui est marginalisé par la société. Moi, je pense pas. Je pense qu'il a une vie qui a la grisaille de la simplicité, mais lui, il est très bien. Il a une femme avec qui il fait l'amour. Enfin, c'est quelqu'un de tout à fait normal, même peut-être trop normal, qui n'a pas d'identité propre. Et un jour, il se rend compte que il a une révélation, quoi, quasi religieuse, ou enfin plus profonde que ça d'ailleurs. Et à partir de là, il va faire valoir son identité. Il s'est reconnu comme étant un âne, et il va faire valoir son identité auprès des autres. Et bien sûr, la société va lui refuser cette identité. C'est un petit peu bizarre de dire aux gens « je suis un âne ». Oui, ben voilà, ça m'amène à ma question suivante. Bon, j'aimerais rappeler donc Franck a réalisé 2 autres courts-métrages avant Edmond était un âne. Bon, tout d'abord l'Inventaire fantôme et ensuite Monsieur Coq. Et j'ai regardé les 3 films l'un à la suite de l'autre pour préparer cet atelier et il est apparu très vite que tu n'aimes pas les oppresseurs. Ah, j'adore, mais si c'est moi qui oppresse. Oui. Non, c'est vrai, j'aime pas les autres oppresseurs. Oui. Dans tes préoccupations comme cinéaste, je veux dire. Oui, j'aime pas l'autorité. J'aime pas l'autoritarisme. J'aime pas l'arbitraire. Et j'aime bien m'en moquer. J'aime bien singer ça. Et je suis même d'un naturel assez autoritaire. Et ça me permet aussi de me moquer beaucoup de moi-même à travers des personnages auxquels je m'identifie finalement dans mes films. C'est-à-dire, je sais pas, je me trouve parfois ridicule et autoritaire, je sais pas, avec ma femme, avec mon fils. Des fois, je me trouve un peu con, quoi. Et le fait de parler de ces personnages très sûrs d'eux-mêmes, extrêmement... qui doutent pas, voilà, ça me fascine, moi. Les gens qui doutent pas, je trouve ça génial. De bêtises, bien sûr, mais aussi de... donc, moi, j'adore parler de ces personnages-là. Est-ce qu'à travers ça se manifeste ce qu'on pourrait peut-être dire un engagement politique de ta part? Oui, moi, je considère qu'il n'y a pas de frontière entre l'artistique et le politique. Faire de l'artistique, enfin, c'est ma définition, c'est une manière de dire aux autres « j'ai quelque chose à vous dire. Je prends la parole et je vous le dis. Voilà ce que je vous propose. » Donc, à partir de là, c'est de la communication avec autrui, c'est de la communication avec les autres, et c'est une manière de faire de la politique, c'est une manière de faire passer des idées et d'échanger sur ces idées. Donc, moi, je considère qu'il y a de la politique dans mes... Et puis, par ailleurs, la politique un peu plus politicienne, on va dire, m'intéresse, oui, m'intéresse grandement, bien sûr, bien sûr. Oui. Et donc, Edmond est un film coproduit, comme je l'indiquais tout à l'heure, avec l'ONF. Tes 2 films précédents avaient été entièrement produits par Papy 3D. Non, pas le premier. Pas le premier. Non. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui a motivé ce projet de coproduction avec l'ONF? Est-ce que c'est pour des raisons économiques? Est-ce que c'est l'expertise de l'ONF dans le domaine de l'animation ou peut-être un cocktail qui rassemblerait tout ça? J'ai une anecdote. Moi, j'ai fait mon premier film il y a 10 ans. J'avais 34 ans quand il est sorti. Donc, on peut dire que j'ai commencé tard. Là où tu viens de dire ton âge. C'est pour les gens qui savent compter, uniquement. Voilà. Je veux dire, sinon, on ne peut pas savoir. Et quand j'ai commencé à travailler assez jeune, et j'étais stagiaire dans une société de production en France.
Je devais avoir 17 ans. Et j'allais chercher des films à l'ambassade du Canada en 16 mm et des films de, devinez où, de l'ONF. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me faire une, comment dirais-je, culture de films d'animation d'auteur. C'est vraiment à travers les films de Codeman, c'est comme ça que j'ai découvert l'ONF. Et quand des années plus tard, parce que je montais le projet d'Edmond en coproduction avec Arte, qui est une télévision franco-allemande, la personne d'Arte m'a dit, écoute, je vais te présenter, j'ai envoyé ton projet à Julie Roy, qui est donc l'une des productrices de la branche animation de l'ONF, qui maintenant est devenue responsable de l'animation francophone, secteur francophone à l'ONF. Et on s'est rencontrés, le courant est passé. Et quand il a s'agi de travailler ensemble, c'était vraiment avec beaucoup d'enthousiasme parce que j'avais aussi en souvenir tous les films, enfin la qualité de l'ONF. Donc c'était un peu une espèce de boucle. Voilà. Mais c'est le fruit du hasard, le fruit aussi des exigences financières, bien évidemment, puisque ça faisait partie du montage financier, puisque l'ONF est rentré en coproduction sur le film que je produisais. Donc, voilà. Tu es un créateur un peu particulier, Franck, dans le domaine de l'animation, parce que tu es réalisateur, tu es metteur en scène, mais tu n'es pas animateur. Non. Tu es illustrateur, mais tu n'es pas un animateur. Donc, tu parlais tout à l'heure de ton côté autoritaire. Donc, tu dois travailler avec des animateurs. C'est un enfer. Et c'est assez particulier dans le domaine de l'animation, parce qu'on en parlait avec Patrick tout à l'heure. Les cinéastes d'animation, surtout ceux qui travaillent dans des techniques traditionnelles, donc aiment avoir un contrôle parfait sur le travail. Tandis que toi, donc, tu es un metteur en scène, alors tu délègues du travail à une équipe d'animateurs. J'aimerais donc que tu nous parles de cette... parce que c'est assez atypique dans le domaine de l'animation. Un réalisateur qui n'est pas animateur. Non, mais c'est vrai. La plupart des réalisateurs sont, enfin, mes copains ici présents sont animateurs aussi. C'est vrai que moi, je ne suis pas animateur. Je n'ai pas cette corde-là à mon arc, on va dire. En revanche, j'ai une formation de comédien. Moi, dans une autre vie, on va dire, j'ai gagné ma vie en étant comédien. Et ça me donne une possibilité de direction d'acteurs. Parce que je considère que les animateurs sont un petit peu comme des... Enfin, même pas un petit peu, je considère les animateurs comme étant des acteurs, des comédiens. C'est intéressant. Et force est de vérifier qu'il n'y a aucun animateur qui va animer la même scène, le même personnage de la même façon. Parce que les sensibilités ne sont pas les mêmes. Et ça, j'adore ça. C'est pour ça que ça ne me pose aucun souci de diriger, en fait, mes personnages, mais par le biais de... Parce qu'en plus, moi, les animateurs m'amènent une sensibilité auquel je n'aurais pas pensé, auquel je n'aurais pas songé. C'est-à-dire que, même en pensant la scène, en la Saint-Jean, parfois je mime, mais il y a toujours quelque chose un bon animateur va toujours amener un supplément. Quelque chose que j'aurais pas eu l'idée de faire. Et techniquement, Edmond aurait pu être fait en prise de vue réelle. Oui. Pourquoi le faire en animation? Parce que je me suis attaché au personnage, au visuel du personnage. C'est vrai, mais j'ai même pensé à le faire. Et je me suis dit, c'est dommage parce que finalement, je vais perdre ce petit bonhomme. Je voulais le garder. Donc, c'est devenu une évidence de continuer à le faire en animation sur une technique que j'expérimentais puisque c'était mon premier film en 3D. À chaque fois que je fais un film, c'est une technique différente. Monsieur Coq n'était pas en 3D? Monsieur Coq, c'est pas de la 3D, c'est de la stop motion traficotée avec du papier découpé, beaucoup de papier découpé. D'accord. Merci, Franck. Merci. Avant de passer à Théodore Rouchev, si vous avez des questions à Franck Dion, c'est le moment de les poser. Ou un commentaire. Oui, on vous demanderait de vous lever, s'il vous plaît, et d'attendre le micro. Alors, le micro arrive. Petite musique d'attente. Merci. Simplement savoir, est-ce que tu travailles sur un nouveau projet? Oui, mais j'ai beaucoup de projets, en somme, sur des voies comme ça, parce que le cinéma est très versatile, donc si on n'a pas plusieurs projets de long métrage, de choses comme ça, rien n'avance. J'ai pas envie d'attendre devant mon téléphone que les choses se débloquent, donc par conséquent, je
je suis obligé de travailler sur eux, de faire avancer plusieurs projets en parallèle. Donc il y a des projets de long métrage, il y a des projets pour l'édition en France, et il y a, j'ai à l'esprit de nouveau un projet de court-métrage. Je ne peux pas m'empêcher de faire du court-métrage parce qu'il y a quand même au sein du court-métrage une forme de liberté qu'on ne retrouve pas dans le monde du long-métrage. Petite chose, j'ai remarqué que les réalisateurs français, souvent, ne faisaient pas l'animation. Plus tradition, metteur en scène, comme tu racontais, mimer, diriger des animateurs. C'est ce que j'ai vécu aussi en Bretagne quand je suis allée bosser là-bas. Ah oui? Oui, puis j'ai rencontré quelques réalisateurs français qui touchaient un peu à l'animation, mais qui souvent se montaient une équipe d'animateurs. Puis j'aimerais connaître aussi ta relation avec la musique. Parce que quand on travaille en animation, on n'a aucun son direct, comparativement à si tu avais fait Edmond en prise de vue réelle. Moi, le travail avec la musique, mais de manière plus générale avec le son, est déterminant. J'ai énormément d'attention, je porte énormément d'attention, au son et bien évidemment à la musique. La musique arrive très très en amont pour moi parce que depuis 3 films, je travaille avec la même personne qui est devenue un ami très proche. Et on parle beaucoup j'aime beaucoup qu'on parle de la musique, donc je lui donne des références, il me donne des références, voilà. On intellectualise, voilà, on se fait plaisir. Et le son, c'est pareil. Pour moi, je sais que je travaille beaucoup avec les animatiques, je fouille énormément mes animatiques avec un son extrêmement précis. Parce que moi, c'est ce qui va me donner le rythme. Comme on travaille presque monté en animation, on tourne presque monté, pardon, l'animatique me permet d'avoir l'ADN du film, me permet d'avoir la respiration du film. Donc le son est déterminant, très très important. Ouais. Une autre question? Avant de passer à l'invité suivant, j'aurais une question. Je vous la pose à tous les deux, Patrick et Franck. Je vous la pose parce que on va en parler avec nos invités suivants. Est-ce que vous êtes tenté par la stéréoscopie? Est-ce que tu as une autre question? Non, mais moi, j'aimerais ça y répondre. Tu aimerais ça y répondre? Moi, j'aimerais ça y répondre. Vas-y. Parce que ça m'a beaucoup passé par la tête. Pour moi, la stéréoscopie, c'est bien, c'est nouveau, c'est très intéressant. Pour moi, un film, c'est très important qu'il doit vivre sans la stéréoscopie. J'ai l'impression qu'un film ne doit pas dépendre, pas ne doit pas, mais il n'y a pas de règle là-dedans, mais en contrepartie, si un film est en stéréoscopie et il a absolument besoin d'être en stéréoscopie pour être ce qu'il est, je trouve que c'est génial, la stéréoscopie, dans ce cas-ci. Sinon, personnellement, j'ai tendance souvent à croire, ou en tout cas à avoir la sensation que c'est plutôt un petit surplus esthétique. Et ça s'arrête là. Donc, pour moi, c'est pas quelque chose qui est très, très pertinent, mais je ne sais pas, mes collègues, comment voient ça. Oui. Mais c'est ça. Pour moi, c'est pas du tout c'est plutôt un truc très esthétique. OK, donc c'est pas du tout, t'as pas un projet de faire un film en stéréoscopie? Bien, en fait, si on peut essayer de faire un film en stéréoscopie, stop motion, par exemple, ça pourrait être très intéressant. Mais je pense que le film pourrait très bien vivre sans ça. OK. Moi, j'avais eu un projet, de manière plus sérieuse, j'ai eu un projet il y a une douzaine d'années avec Didier Brunner, qui a produit Ernest et Célestine, qui est un ami. On avait un projet de long-métrage en volume, en stop-motion. Et ça fait mon premier projet, en fait. Et ça s'est assez rapidement avorté parce que ça coûtait vraiment très, très cher. On avait été, il y a un, comment dirais-je, on appelle ça un festival IMAX à l'époque à Francfort. On avait été jusqu'à rencontrer les gens. Mais moi, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de trouver un langage propre à la stéréoscopie. Je ne voyais pas l'intérêt de faire un film qui n'est pas dessiné à la stéréoscopie en relief. Ça ne m'intéressait pas du tout. En revanche, je trouve passionnant l'idée de trouver un nouveau langage avec ce médium que je trouve vraiment très, très intéressant. Mais ça n'a pas abouti. Ouais. Merci Franck, merci Patrick. Nous allons passer justement à un film qui a été présenté ici en stéréoscopie. Bon, bien évidemment, on va voir l'extrait donc en 2D. Le film a été réalisé par Théodore Houchev et il s'intitule Gloria Victoria.
Bonjour Théo. Bonjour tout le monde. Bonjour. Gloria Victoria est la troisième partie d'une trilogie qu'on appelle le plus souvent la trilogie du 20e siècle. Ouais. Donc, une trilogie qui a commencé avec Tower Bauer, qui s'est poursuivie avec Drox Flux et qui donc se termine avec Gloria Victoria. Si on pense rapidement à cette trilogie, bon, il y a des thèmes très forts qui ressortent, que ce soit la guerre, les arts, bon, la violence, la puissance, etc. Mais Théo, donc j'aimerais que tu nous parles de cette trilogie. Qu'est-ce qu'elle représente et qu'as-tu voulu dire à travers cette trilogie sur le 20e siècle? En bref, dans cette trilogie, en résumé, c'est vraiment les leçons d'histoire, l'histoire qui était oubliée, parce qu'on oublie souvent l'histoire, et en fait, l'histoire se répète souvent. Et c'est pour cette raison que j'ai recréé cet événement pour montrer qu'est-ce qui se passe maintenant dans notre monde. Qu'est-ce que tu veux dire par histoire oubliée? On sait tous qu'est-ce qui s'est passé avec la guerre. On voit qu'est-ce qui se passe maintenant en Ukraine. Et on sait qu'est-ce qui s'est passé avec l'industrie au début du XXe siècle. On a vu qu'est-ce qui s'est passé avec l'industrie au début du XXIe siècle. Donc, c'est tellement ça. Parce que moi, je pense pour l'animation comme une art. Et c'est une art puissante. Et c'est une art sociopolitique. C'est une art qui doit apporter et mener des messages. Et le message doit être vraiment puissant. Il doit être supporté par des émotions, évidemment, parce que c'est une art. Et quand je dis art, ce n'est pas juste art qui est art pour lui-même, mais c'est une art d'avant-garde, une art avant-gardiste. Et si on dit c'est quoi l'avant-garde, c'est de convaincre la classe moyenne, de convaincre les gens d'embrasser, de croire dans les idées qui ne viennent pas de cette classe moyenne, qui viennent d'ailleurs. Donc, tout ce que je fais dans tous ces films et les autres films, c'est d'essayer d'envoyer un message et de convaincre les gens qui n'appartiennent pas de notre milieu, des gens qui regardent cet art, de les convaincre d'envoyer un message. Et le message, ce n'est pas juste d'aimer. J'ai souvent dit que ça ne m'intéresse pas si les gens aiment mes films. Ça m'intéresse que les gens sont pris d'émotions et ce que les gens commencent à penser après qu'ils ont vu le film. Est-ce que comme créateur, donc, si je comprends bien, il y a donc un désir, il y a un engagement politique dans ta démarche, mais est-ce qu'il y a aussi là-dedans la volonté de bousculer le spectateur, précisément ceux qui n'aiment pas tes films, par exemple? Le bousculer, c'est le mot. Bousculer, oui. Je n'aime pas que les gens dorment dans mes films. Ils ne sont pas très longs. C'est vraiment très, très, très important pour moi. Ce n'est pas important qu'il comprenne qu'est-ce qui se passe. C'est important de se passer quelque chose dans sa tête. Comment faire initiation d'une pensée. De quoi il s'agit, pourquoi il a fait ces films. Parfois, pour moi, le son, c'est très important dans le film que je fais parce que pour moi, le son entre dans le cerveau plus vite que l'image. Donc, je commence toujours avec le son parce que c'est là qui apporte le message. Il y a chez toi, oui, il y a chez toi aussi un sens du spectacle. Et tes films sont des spectacles. Tower Bauer, pardonne-moi, mais Gloria Victoria, surtout si on le voit en stéréoscopie, c'est un film qui est spectaculaire. Je ne sais pas si ça vient de ta formation de graphiste, mais donc il y a aussi un aspect, voire plus que spectaculaire, mais opératique dans tes films, ce qui les rend fabuleux. Est-ce que donc ça fait partie, c'est conscient dans ta démarche, donc cette volonté de faire spectacle? J'imagine que ça vient de le fait que j'ai étudié scénographie. Et j'étais intéressé par le théâtre. Et quand j'étais designer graphique, je faisais des affiches pour des théâtres.
Et c'est pour moi, oui, j'imagine que c'est pour cette raison chaque film que je fais, c'est plus proche d'un spectacle et du théâtre que du cinéma. Ça se peut. Et revenons à cette trilogie. Est-ce que, bon, lorsque tu commençais à réaliser le premier film, Tower Bauer, est-ce qu'il y avait donc le désir réel de faire une trilogie derrière ça, ou est-ce que c'est, bon, un autre film est arrivé, puis on s'est dit, tiens, ça donne une trilogie. Est-ce que donc c'était conscient au début de cette idée donc de faire 3 parties d'un Non, même ce projet? n'était pas conscient du tout. Le Tower Bauer, quand je l'ai fait, c'était vraiment un acte d'inconscience. Je l'ai fait en 3 semaines. Qui, comme vous pouvez savoir, dans le milieu de l'animation, ça n'arrive pas souvent. Donc, après ça, j'ai décidé qu'il y a des autres choses que je peux dire sur ce thème-là, le thème d'art et le pouvoir. Comment l'art se porte avec le pouvoir, comment l'art servit les idéologies, les industries, la haine, les conflits, la guerre, la machine militaire et tout ça. Oui, effectivement, il y a un contenu artistique très riche dans tes films. Il y a énormément de références à des œuvres célèbres, à des peintres célèbres. Et on sent chez toi une érudition lorsque tu réalises des films. Mais venons-en à la 3D, si tu veux bien. Bon, Gloria Victoria est un film qui passe bien en 2D. Mais c'est aussi un film qui amène des émotions supplémentaires quand on le voit en 3D. Bon, je sais que Drox Flux a été fait en 2D et en 3D, puis Tower Bauer a fait une version 3D après. Bon. Oui. Dans le cas de Gloria Victoria, qu'est-ce que la stéréoscopie t'a apporté? Quand j'ai commencé le film Gloria Victoria, j'ai eu dans la tête que ce film doit être en stéréoscopie. Parce que moi, personnellement, je trouve les technologies, les nouvelles technologies excitantes. Et je voulais faire ça en stéréoscopie parce que je pensais que mon message va être plus puissant si je mettrais le spectateur dans le milieu d'une bataille, d'une guerre. Et c'était ça la raison. Mais aussi en travaillant... Oui, l'idée d'être au cœur du champ de bataille. Exactement, ça, d'être dedans dans cet événement. Et donc, dans le concept, dans le scénario, c'était aussi le jeu avec les stéréoscopies parce que le film commence très en volume et ça finit vraiment en 2D. Et ça, c'est comme on est dans une bataille dans laquelle tu sais, à la fin d'une bataille, il n'y a aucun volume. Vous êtes sur mon côté ou sur ton côté, c'est noir et blanc. Et c'est pour cette raison-là, tout devient vraiment 2D dans notre conscience. Et c'était ça l'idée de ce film-là. Donc, la stéréoscopie était comme un concept au début de ces films-là. Mais ça se peut se voir en 2D. Et les gens me disent qu'ils trouvent des autres trucs en regardant. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'avec 3D, on peut sortir des autres éléments. C'est une couche supplémentaire sur les films sur l'art. Est-ce que c'est une technique que tu souhaites explorer davantage dans ton prochain film, la stéréoscopie? Ça dépend des idées que j'aime, parce que chaque technique vient avec... chaque film vient avec sa propre technique pour moi. Donc, je ne pense pas que mes prochains films, il y a une qui va être en stéréoscopie parce qu'ils parlent de quelque chose. Ils sont plus intimes et plus... Il n'a aucun rapport avec ça. Je ne pense pas que je vais explorer la stéréoscopie. Davantage. Ça m'a servi pour ce film-là et c'est assez. Lorsque, bon, tu es arrivé au Québec, Théo, en 99. 99, oui. 99, et je ne crois pas que tu aies fait de l'animation en Bulgarie. En fait, quand j'étais dans l'école secondaire, j'ai fait un film d'étudiant d'animation qui m'a gagné un prix Belgique. Mais après ça, j'ai abandonné l'animation. En fait, je savais que 2-3 films d'animation... Premièrement, des films de l'Europe d'Est. Je ne savais rien ni d'ONF. J'ai regardé, j'ai connaissé aucun film d'ONF. Même je ne savais pas c'est quoi ONF quand je suis arrivé. Et en arrivant ici, donc, tu t'es lancé dans l'animation sur le web et inévitablement, la rencontre avec l'ONF s'est faite.
Oui, et grâce à ça, je suis ici. Parce Et que, grâce à ça, oui, tu es ici. j'ai eu la chance de rencontrer des gens magnifiques d'ONF qui m'ont aidé vraiment. En fait, moi, j'ai appris le cinéma en faisant des films. Et c'était grâce à Marcel Jean et mon ange gardienne, Marc Bertrand, qui j'ai fait tous ces films, qui m'ont suivi, toutes les idées fous. Et je suis vraiment très... C'était mon chance de rencontrer ces gens-là. Récemment, à la Cinémathèque québécoise, tu as créé une installation qui s'intitule Troisième page après le soleil. Bon, j'étais là avec toi quand tu l'as installée. Est-ce que c'est le signe que tu souhaites explorer un peu plus loin que la projection traditionnelle, c'est-à-dire explorer d'autres formes d'exploitation des images en mouvement? Mais comme je dis, chaque projet, chaque idée vient avec son propre médium. Parce que, vous savez, c'est message is the medium, comme dit McLuhan. Donc, chaque projet vient avec son propre médium. La troisième page après le soleil, c'était comme une installation. Moi, je trouve que, vous savez, l'animation est partout. Peut-être l'art plus démocratique maintenant. Il est dans les projections, dans l'espace public, il est sur le web, il est sur notre téléphone, il est dans les commerciaux. Je pense qu'on parle d'une crise du cinéma, mais je pense que l'art de l'animation est le seul cinéma qui n'a pas de crise dedans. Je pense qu'il se porte très bien et je pense que c'est le plus important cinéma maintenant, vraiment. Parce qu'il est partout. Et les gens le regardent. Si vous regardez sur YouTube ou Vimeo, notre film se regardait ils font 100 000 clics par semaine, qui ne s'arrivent même pas avec les plus grands blockbusters hollywoodiens, qui peut nous dire que c'est une art démocratique qui vient très proche du peuple, des gens, des spectateurs, d'un public. Et si vous voulez, l'art interactif, tout cet outil, ils sont pleins d'animation et l'animation est dedans. Donc, si je parle de projets, si j'ai un projet qui peut se développer dans tous les espaces et dans tous les médiums, pour moi, ça va être le meilleur. Mais comme je vais répéter, c'est toujours le message qui est. Après ça, tous les autres outils, c'est juste des technologies, quoi, des métiers. Merci, Théo. Ma passion pour l'animation me fait... donc, je suis d'accord avec Théo, effectivement, il y a de l'animation partout, c'est omniprésent maintenant, et c'est aussi formidable. Excitant. Donc, on va passer au dernier extrait. Le film a été réalisé par Chris Landreth et le film s'intitule Subconscious Password, Jeu de l'inconscient. Live from Charles Langford's Inner Brain, it's Subconscious Password, the game show of lost memories and vague impressions from Charles's hippocampus. And now, here's your host, Charles's Super Ego! Hello, and welcome to Subconscious Password. It's where our contestants try to guess the correct passwords from clues planted in the deepest uncanny valleys of Charles Langford's unconscious mind. And let's get started with our first contestant. Oh, it's Charles Langford himself. Delightful to see me here, Charles. C'est formidable là, de voir un film comme celui-là dans un festival, parce que, bon, vous vous rappelez, on n'a pas présenté le début, mais au début du film, on voit le réalisateur qui rencontre une personne dans un bar. On imagine que c'est là, dans le cadre d'un festival. La personne lui dit « Hey, salut, comment ça va? » Le réalisateur lui dit « Mais merde, c'est qui ce gars-là? » Et donc, c'est le début du film, c'est là-dessus que le film s'amorce. C'est dans un contexte de festival, ça arrive régulièrement. Moi, ça m'est arrivé ce matin. Et hier, il y a quelqu'un qui ne se souvenait pas de mon nom, mais bon, c'est pas très grave. Cela dit, la discussion avec Chris Landreth va avoir lieu. Donc, Chris va répondre aux questions en anglais et on va donc utiliser la traduction simultanée pour cet échange. Donc, Chris, j'aurais aimé savoir si cette rencontre avec un homme dont tu as oublié le nom est une expérience qui t'est réellement arrivée, toi. Please translate.
Oh, you don't have the. I don't, no. Oh, okay. Oh, I was wondering that I was saying that in the context of a festival, it happens often that you meet someone and you're saying, "Well, what's his name?" It happened to me this morning. It happened yesterday. So I was asking, did you? I mean, what does it come from a personal experience? This idea at the beginning of Subconscious Password. well, I mean, doing the film originally was inspired by this happening repeatedly all the time. I was at a festival, Annecy, a few years ago, and a person who I'd worked with the year before for a couple of weeks came up to me. Now, admittedly, he had gained about 25 pounds since I had seen him last, but I could not for the life of me remember his name, and he told me his name. And you know, when that happens, when the person has to tell you their name, it's a tragedy. Yeah. C'est une catastrophe. So, yeah, so the film is about this tragedy, and it's about also the mechanism that goes in your head when this thing happens. That is the excuse me, the opposite side of the tragedy part. That's when you are stuck trying to remember a person's name, and you are stalling for time while the person's talking to you, and you're trying desperately to get the circumstances. Like he says in the film, he tries to place where they were last. New York, was it New York, Paris, where was it? So you're stalling for time, and while that's happening, for the deepest mysterious reasons, your brain is hard at work trying to redevelop the neural pathways that go to where that memory is stored. And it's that frantic working that your brain does, and the sometimes successful result of getting the name back, which is one of the great miracles of our existence on this planet. So then why did you use the figure of this like kitsch quiz show from the 60s to illustrate this mechanism? Because it is such a deep mystery, that inner part of how our subconsciouses work. We don't know. None of us know how that looks. So I was free to put any kind of picture that I wanted onto how that looks, and how better to explain the deepest, most mysterious miracles of how our brains work than to turn it into a 1960s game show. And so the character, I mean, so you get in this quiz, and there are many like personalities that appear on the screen. There is like Yoko Ono, there is Lovecraft, for instance, Sammy Davis Jr. So there is this amazing crowd of stars, and I was wondering, why these people? How did you choose them? Why Yoko Ono? Why James Joyce? Why Salvador Dali? I mean, I can't give a consistent answer for all of the people who are in the film. Some of the people are there as archetypes, like in our subconscious minds, particularly the parts of our subconscious that we share with other people, our collective unconscious. You know, that people like Joseph Campbell, for example, have brought to light in their literature. There are archetypes, people who dwell in and create those basest, deepest, weirdest parts of our subconscious. H.P. Lovecraft, I think, is an archetype. James Joyce is kind of an archetype. James Joyce is there because he was the first person that I know of, at least in the English language, to write a book like Ulysses or Finnegan's Wake, books which I detest, by the way. Never finish it? I throw it against the wall, pick it up, and read whatever is there randomly. It's just as good as reading it from front to back. But I will say that It's the writer that you had to read when you were like in high school or something? Yeah, okay. But, I mean, what he did and what's great, what James Joyce did was, for the first time ever, as far as I know, he recreated the subconscious process of a character,
Right. you know, Leopold Bloom, and turned it into literature. Like he made the subconscious firing of those neurons in the weirdest, deepest, and most indecipherable way. He turned that into words, and like that's why that's an homage to, like, way to go, James Joyce, for doing that. So that's why he's there. Other people are part of my subconscious, so it's more personal, like Dick Van Dyke and Sammy Davis Jr. I grew up with these guys being on TV, on like the game show Password, and yeah, they're, you know, you grow up with stuff that you remember from the age of 5 or 6, and they're in your dreams, and they stay there, and that's a good thing. That's why they're there. Was it difficult? I mean, maybe the question is trivial, but was it difficult to get like the authorization to put these people in the film? Well, I mean, as far as like the legal aspect of having them there, we are treading a fine line, and I will give the National Film Board of Canada, who I've worked with on this, particularly Marcy Page, but also the legal people at the National Film Board of being really ballsy about this. They took a big chance, and the chance that they were taking is with the legal term fair use. Okay. Fair use. The term fair use encompasses how you can portray or use either a character, a real person, or the work or whatever a real person said. You can use it for the purpose of commentary, and you can use it for the purpose of parody. And as long as you are doing that, like in a sense satirizing or making fun of someone like Yoko Ono, you should be free to do that. Okay. To do otherwise is to put a real restriction on, well, free speech. So we're playing with that, and as the qualification to that is that you cannot be defamatory or deliberately defamatory. I don't think we were in this You're film. not, no. I think we're paying a lot of honor to Yeah, these so people. you didn't have any problems till Yeah. now. But you're also making fun of these people. Oh, we're making fun of them, Yeah, absolutely. It brings me to the fact that Subconscious Password is a comedy. It's a very, very funny film. And you have the reputation in a way to do those very dark films. But then I was thinking at your earlier films, and there's always humor in your films. Even in Ryan, there is some touches of humor. Touches. Yeah. It's not like a comedy, but they are very, very light touches of humor. And now you come out with this wow, ha 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 comedy. So what brought you there in your... I think creatively what brought me there was my previous film, The Spine. I don't know if any of you have seen that. It was a film I did about 5 years ago, and it is both, I think, a beautiful film, but also a tragic film. And I was exploring a tragic element in that film, a tragic element about aging and relationships and marriage. Story of a couple. A story of a couple, and things are not good. And they don't seem to end well in that. And I think that I played my tragedy card, and I wanted to go in a different direction. Okay, it's a deliberate shift. I wouldn't say deliberate, but very much an emotional shift for me as I've been getting older. My desire to want to be tragic or to portray tragedy seems to be diminishing. I want to find the things that are joyful. And being able to remember a person's name in a party out of nowhere is miraculous to the point of just, for me anyway, extreme joyfulness. I wanted to put it on the screen. Your first film was The End, 1995. One of the first. One of the first, Yeah, okay. So it was nominated for Academy Award for animation, And after that, it was Bingo and Ryan and etc. And we discovered, when you appeared as an artist, we discovered a new way of making computer animation. Because we had the example we had at that time was like Pixar, And still do. Yes, absolutely. But you arrive with this very, very special
kind of 3D animation. It's unique. You're the only one on Earth doing 3D animation like that. I was wondering if it's conscious from you to do very, very different things, and how you come up with these ideas in making 3D animated figures. I mean, I hope that I'm clear. I'm yeah. sorry. No, yeah, no, I think so. I mean, I suppose it is conscious Yeah. and also subconscious. Uh-huh. Since I have been trying to do imagery with CG, with characters, it's always seemed to me that the realism, the detail, the recreation of reality that you could get with CG is, if you are doggedly trying to recreate reality, it's quite boring. Mm-hmm. And for me, getting out of that boredom comes with going into a headspace of characters that you have. For me, there are other ways that you can use these tools artistically, obviously, but the one for me that keeps striking me, hitting me on the head as being so clearly great that you can do with it, is to create a metaphorical headspace, a psychological portrayal of your characters. And if you can create it's kind of pretentious to say create the language, but at least create a set of rules that when people get into your film and they understand on some level what those rules are, what that logic is, then it opens up the space into something that's way richer than you could do with like any other thing, any other medium. Yeah. Also, it's interesting to see that the characters, the stars in Subconscious Password are not realistic in any way. You can believe that that the person that we see there is Yoko Ono. I mean, for instance, her. I mean, they are in no way comparable to human figures because they are like caricatures. Yeah. In a way. I'm starting to. I used to be terrified of caricature, of trying to do it anyway, and I'm starting to loosen up on that. I like where you can go, and I'm not going I don't think too far with it, but Burroughs, William S. Burroughs is, I think, my most caricature-y character. Yes. And I love doing that. Yeah. I read in an interview that you were not sure about stereoscopic animation, 3D animation. I think you said that to Dan Sarto, if I'm not wrong. But then you decided to explore stereoscopic animation, and you come up with Subconscious Password. So what about this new technique in your career, 3D animation, stereoscopy? You like it? I mean, yes, yeah. I do like it. What I like about it is maybe a little different than what other directors might tell you. What I like about 3D stereoscopy is that it puts the space of the story into you. With 2D, you have to do things to bring the audience to the screen, and with 3D, it brings a screen, to you if you use it right. And it's I'm not entirely. I've learned how anal and perfectionist I can get with 3D in particular, but I mean, what I was trying to do with that was to make the space literally the head space of Charles more and more your headspace, the audience's headspace, and it happens gradually. I think that, like Theodore, you start from the opposite direction. You go very deep, and then it becomes flatter and flatter. And with Subconscious Password, we actually start flat, and it gets deeper and deeper that way, like towards you. But the first time I saw Subconscious Password was in 2D, and the film also works in 2D. Yeah. So did you have that in mind? Were you saying to yourself, okay, some festivals won't be able to show it in 3D, so let's think about 2D projection also? To me, it's cliche at this point to say that story is the most important thing, but it was the most important thing here. And
The 3D aspect of it came, I mean, it came way after we had developed what became the storyboards and eventually after storyboards you have what are called animatics. By the time we were getting to the animatics, which just before we were doing actual production, the actual animation shooting of the film, it was pretty much only then that we started bringing in a stereo camera and figuring out the depth and figuring out preliminarily how that, what I was describing, that space would come to the audience. But it was not the thing that started the film. It wasn't the thing that instigated the story of the film. And that's when you're dealing with a narrative film, where you do have dialogue and you do have characters and you have those things about story, like what are the stakes, how is it going to end. The stereo part is there to support that. The stereo part is not there to be it. So, yeah, with a narrative film like Subconscious Password, as far as like whether it goes into a 2D festival or a 3D festival, is the story has got to work and it's got to look good. And then the 3D part is icing. I won't say afterthought, but it is a thing that comes well after all those really important things. Next film will be in 3D? Don't know? Yeah, I don't know. You don't know? I realize now that there are not too many films that have dialogues in animation. Yeah, I mean, I know. there are dialogues in Frank's films, and also there are dialogues in your film. Do you write the dialogues? Yeah. And is it something that you enjoy a lot? Because there are also dialogues in The Spine and your previous films also. I think all of my films have And it's not dialogue. that frequent in animation to have. No, well, in the short films in particular. Yeah, sure, absolutely. Yeah. And particularly short films that are in festivals, there are obvious compelling reasons to not have dialogue in your films. I mean, I think of Feral, for example, a film that came out this last year, and it works beautiful, absolutely beautifully. And there's no dialogue in it, even though it's a complicated, a very complex human interaction between this boy and his society. Feral de Daniel Sousa, a film Daniel américain. Sousa, yeah. As I'm just pulling that out of, Yeah, as sure, one absolutely. example. But Yeah. there's absolute reasons to go without dialogue. Some of them are logistical reasons because you want your film to play internationally. And by having dialogue, you are putting possible restrictions on how that film will play or be understood. I naturally go with dialogue, and I write stuff out before I go to storyboard. And I mean, for me, it's natural that we as human beings talk. We do wordplay. We misunderstand each other because of our dialogue. And for animated characters to do that, I love when they can do that. Thanks, Chris. Thanks Thank a lot. Est-ce que vous avez des questions à poser à Chris Landrut avant qu'on ouvre? Si vous voulez poser vos questions en français, je pourrais traduire. Ou alors en anglais, monsieur? Oui, vas-y. Do you think that in a short movie it's more difficult to do it with dialogue or without because of the to make the dialogue really credible, or so it doesn't look fake or forced? I mean, yeah, there's there's that expression that you don't want to tell it, you want to show it, and that is very, very valid thing to follow particularly when you are doing animated films. What I try not to do is to tell something where I could have shown it. And the dialogue, I think that happens in Subconscious Password, is not redundant to what is actually happening with the characters. And dialogue works really best when the characters are saying one thing, but actually sort of thinking or doing another thing. Then you have this thing, subtext. And the dialogue is there as part of that subtext. And then it becomes rich and weird and complicated, hopefully complicated in a good way. That's where I love dialogue. Si vous voulez, il nous reste 15 minutes, alors nous allons ouvrir la conversation at large. On part le party. Alors,
Si vous avez des questions à poser à tous les 4 réalisateurs, et si vous autres, vous voulez intervenir aussi, c'est le moment. Alors, il y a certainement quelque chose que vous désirez savoir. Oui, monsieur, derrière. Il y a beaucoup de différences entre le cinéma traditionnel, tu sais, avec les acteurs, avec les décors, puis le cinéma d'animation. C'est quoi qui vous a poussé, dans le fond, à juste vous concentrer sur le cinéma 3D? C'est quoi? Pourquoi pas aller vers le cinéma traditionnel puis juste faire, mettons, des effets spéciaux ou... Quand vous parlez de cinéma traditionnel, des prises de vue réelles, c'est ça? Ben, Cinéma c'est avec ça, acteurs, avec c'est des ça, acteurs, ok. avec, tu sais, pas juste des personnages en 3D ou en dessin. Mais moi, je trouve qu'il n'y a pas de différence. C'est ça qui est marrant, c'est que pour moi, le cinéma d'animation, c'est avant toute chose du cinéma. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi de faire du cinéma d'animation, c'est le fait de mélanger des disciplines que j'apprécie beaucoup, comme le graphisme, la sculpture, la mise en scène, les arts plastiques, mais aussi la comédie d'où je viens, la comédie dramatique, le théâtre, quoi. Et je crois que, par exemple, personnellement, je suis pas fan du cinéma d'animation en tant que spectateur. J'adore le cinéma, mais mes premiers réflexes ne sont pas d'aller vers le film d'animation. Je vais plus volontiers vers la prise de vue continue, comme on peut la distinguer. Donc moi, j'ai pas l'impression de faire du cinéma d'animation de manière très différente au point de vue du langage, de l'image, de la grammaire cinématographique. J'ai pas l'impression de faire un cinéma si différent que le live action. Enfin, c'est mon point de vue. Chris, the question is, why do you do animation and not live action, basically? For me, there's a thin line between, with the kind of stuff I do, there's a very thin line between animation and live action. I like realism in my animated films. I think that's clear. For me, I like that it's not quite real, that it's not live action. When I talk about Subconscious Password, you perhaps are familiar with the term uncanny valley, vallée de l'étrange, I believe. Uncanny valley, it's a phenomenon where something looks, particularly things that are animated with CGI, look real, but they're not quite real, and that's has an unsettling and creepy quality to it. Mm-hmm. And there's, I will admit, something in my films a little bit that's unsettling and creepy. And it's how you play that creepiness, whether it becomes a good thing or a bad thing. And I like trying to turn that creepiness into something weird and funny and good. I don't know if that answers your question. Patrick, Théo, est-ce que vous auriez aimé répondre? Oui, je pense qu'il y a une grande différence entre le cinéma en vue réelle et l'animation. La grande différence, c'est le cinéma de vue réelle suivit la vie et l'animation l'a créée. Donc, c'est beaucoup plus puissant pour moi. Et c'est pour cette raison-là, je trouve que c'est pas réaliste. Et ça, j'ai beaucoup, parce que moi, je déteste le réalisme dans l'art. Et c'est pour cette raison-là, je fais film d'animation, parce que comme ça, je peux éviter, je peux aller dans un monde de pure abstraction, de pur manque d'histoire, donc dans un monde avant-gardiste. Et c'est ça la différence. Patrick, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais ajouter? Non, je dirais. Ben, oui, peut-être. Ouais, vas-y. Juste un petit mot en disant que pour moi, c'est fondamentalement différent aussi. Là. C'est pas du tout. Je pense que quand tu es animateur, c'est fondamentalement différent. Mais. Ça, c'est parce qu'on travaille image par image, alors c'est complètement différent. Ceci dit, non, mais moi, c'est ça, je le fais vraiment parce que j'ai trippé sur le médium en lui-même et non sur le cinéma. Et je suis pas un grand amoureux du cinéma, et je connais pas tous les réalisateurs et tout. Alors, c'est fondamentalement parce que c'est le principe d'image par image et d'avoir le contrôle sur ça, pour ma part, là,
Donc, pour moi, c'est complètement différent. Moi, je pourrais répondre, je ne suis pas animateur, mais j'ai développé une passion pour l'animation. Ce que je pourrais dire, moi, j'aime tout le cinéma, en fait, mais ce qui me fascine dans l'animation, c'est que j'ai l'impression que l'animation arrive à dire des choses que la prise de vue réelle n'est pas capable de dire, parce que techniquement, elle ne peut pas le faire. Tandis qu'en animation, que ce soit par le biais de la représentation, du raccourci, l'animation est capable d'émettre des idées de façon beaucoup plus forte et de beaucoup plus puissante, il me semble, que la prise de vue réelle. Mais pourtant, par ailleurs, j'aime beaucoup le théâtre aussi. J'aime beaucoup voir les acteurs évoluer. Et c'est vrai que l'animation est peut-être plus proche du théâtre qu'on peut le penser. Madame. Je peux dire que tu es ambassadeur, Patrick, parce que je te connais depuis toujours. Moi, j'ai fait mon premier film au cégep de Jonquière. Il n'y avait rien, à part un prof d'histoire de l'art qui était en dépression, fait qu'il nous faisait faire toutes sortes d'affaires qu'on voulait. Mais il fallait aller à Concordia, à Montréal, pour étudier le cinéma d'animation. C'est les meilleurs profs, ça, ceux qui sont en dépression. Ils poussent, là. Ah non, mais j'ai adoré, là, c'était magnifique. Puis il fallait partir de la région. Patrick est un des premiers avec justement la chasse-galerie, puis il y avait Martin Villeneuve, c'est ça, Martin? Oui. Qui s'entêtait à rapatrier une table d'animation de l'ONF puis à faire des trucs ici. Oui, il y a pas un Fait que film moi, ici, je peux le dire que tu es un ambassadeur. Ce que j'aime de vous voir aujourd'hui, bon, on se connaît pas mal tous, mais c'est de voir votre palette de ocre au marron avec des petites touches de rouge, puis de voir vos esthétiques qui ont quand même une certaine parenté. Ça m'a frappé. Je n'avais pas fait le lien entre le look de vos films. Fait que moi, je veux juste vous dire merci. Puis continuer d'en faire. C'est le fun de voir vos affaires. Merci, Hélène. Merci. Madame derrière. Ma question est pour Patrick Bouchard. En fait, c'est un commentaire qui va suivre une question. En fait, premièrement, moi, j'ai eu le privilège justement d'étudier au cégep de Jonquière, en arts et lettres, avec des profs de cinéma merveilleux qui nous ont donné l'opportunité de faire justement du stop motion. Puis, je pense que c'est seulement en faisant du stop motion qu'on peut réaliser à quel point c'est long. Nous, dans notre cas, c'est des petits 3 à 5 minutes, mais 3 à 5 minutes, c'est des milliers de photos. Je n'imagine pas 2 ans de concentration excessive, parce que nous autres aussi, on a tellement travaillé fort, puis je réalise même pas tous les efforts et tous les remises en question que vous avez probablement eues pendant votre film, là. Ouais. Parce qu'on se dit, OK, on arrête tout ça là. On se dit, là, je suis plus capable, à un moment donné, de vivre dans mon cocon de décor. Mais ma question, en fait, c'est justement le dernier court-métrage qu'on a eu la chance de voir l'année dernière. Ouais. Est-ce que, en fait, tous les effets spéciaux, image par image, ça devait être assez compliqué. Puis ma question, c'est comment avez-vous réussi à faire ça, image par image? Bien, effectivement, il faut être entêté parce que je ne travaille pas beaucoup avec... il n'y a pas beaucoup d'effets spéciaux dans le film. Les effets spéciaux qu'il y a, dans son ensemble, c'est à peu près simplement les green screens qu'on a mis derrière pour faire l'intégration des ciels. Parce que, bon, ça prend beaucoup d'espace. À un moment donné, il y a une question là, de logistique d'espace. C'est pas possible là, de tourner des grands décors avec des ciels et tout. Là, donc, ça a été tourné. J'ai travaillé avec une pâte qui s'appelle la plastiline, qui est une pâte là, donc, pour vraiment qui se modèle, qui se fond. Et c'est simplement de la patience. Il n'y a pas de grand secret, je dirais. Il y a plusieurs scènes qui ont été tournées à l'envers. Donc, peut-être des fois, ça peut donner des réponses à certaines scènes qui semblent un peu difficiles à comment ça a pu être fait, tout ça. Il faut penser qu'il y a plusieurs scènes, c'est ça, qui ont été faites vraiment de Z à A. Donc, et puis après ça, il fallait raccorder tout ça ensemble. Ça devenait un peu un casse-tête, mais c'était la seule façon de le faire. Sinon, c'est un travail, c'est ça. Il faut prendre le temps de le faire. Mais je dois dire quelque chose, c'est que quand on est bien encadré aussi, quand on travaille dans un milieu où on a tout l'équipement nécessaire, on a les ressources nécessaires aussi, ça devient un travail qui faut aimer ça aussi, mais ça devient un travail passionnant, un travail qui c'est pas peut-être aussi difficile qu'on pourrait l'imaginer, parce que c'est pas emmerdant. Là,
travaille toujours, il y a toujours quelque chose à faire, il y a toujours un problème à régler. Chaque plan, c'est un problème à régler. C'est plusieurs problèmes à régler ou à anticiper, du moins. Alors, c'est pas peut-être aussi difficile par moment, oui, mais c'est pas aussi difficile qu'on peut peut-être l'imaginer. Parce que c'est pas aussi routinier qu'on le croit. Il y a beaucoup d'éléments qui fait que la routine se brise. Puis, donc, encore une fois, dans un contexte comme ça, dans un contexte là, où tous les éléments sont mis ensemble dans le même sens, disons que ça aide beaucoup à travailler dans ce sens-là. Oui. On a encore le temps, une question, commentaire? Oui, monsieur. Bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir, la question s'adresse à Patrick. L'année passée, moi, j'ai vu Bidlo. Je voulais savoir si la réaction du public t'avait un peu déçu. Est-ce que tu étais là? Oui. J'étais pas là. Tu n'étais pas là? Bon. Ben, C'est difficile d'en parler. J'étais pas là, j'étais pas là. Moi, j'étais là, j'ai vu le film. Qui était déçu. Moi, j'étais pas déçu. En tout cas, c'est pour te dire que j'étais pas déçu. Mais quand les films sont vraiment enthousiasmants, moi, j'étais tout simplement soufflé. J'attendais ce film-là avec, pas anxiété, mais avec excitation. Et quand je l'ai vu, je ne revenais pas, tout le travail qu'il y avait là-dedans. J'ai dit, quand le film va se terminer, les gens vont se lever debout puis ils vont applaudir, tout simplement. Et ce fut des applaudissements très polis. Et puis ça m'a comme déçu parce que je prévoyais que ce film-là allait gagner des prix. Alors, je voulais savoir ton explication ou comment tu avais réagi, mais si tu n'étais pas là, bon. Bien, j'ai entendu oui, qu'effectivement, ça n'avait pas levé beaucoup. Je ne sais pas si c'est la présence du réalisateur qui était. Peut-être le fait que si j'avais été là pour aller le présenter, peut-être ça aurait été différent. Peut-être pas non plus. On m'a dit d'autres choses aussi là, que je ne veux pas amener ici là, comme ça devant. Par rapport à ça, par rapport à la projection et tout ça. Donc, des fois, les conditions ne sont pas optimales aussi pour que le film soit mis en valeur. Et puis, il y a peut-être eu de ça aussi, mais je ne peux pas me prononcer, je n'étais pas là. Alors, je n'ai pas d'explication plus... Je peux vous dire que j'étais dans d'autres projections, d'autres festivals où le film a été très bien accueilli. Alors, je me console. En fait, je dois ajouter qu'il n'y a pas de logique dans la perception des publics. Il y a un film pour chaque festival et festival pour chaque film. Donc, c'est variable. Oui, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Madame, micro. Christine Noël. Bonjour, messieurs. Je voulais savoir s'il y avait une phase dans la production de votre film que vous préférez. Est-ce que c'est le moment de l'idéation, de l'écriture? Est-ce que c'est le moment de l'animation pour ceux qui animent? Est-ce que c'est... Franck, s'il te plaît, ça va revenir. Franck, si tu veux... Il va falloir que ça s'est mis au point là-dessus, parce que je n'ai pas bien compris. Est-ce que c'est la post-production, quand on fait le bruitage, la musique, bref, quel est le moment dans la production que vous préférez le plus quand vous réalisez vos films? Très bon. Chris, do you want me to translate the question? I was wondering which phase of the production of the film you would prefer. Is it when you write it? Is it when you animate the film? You're with your crew? Is it when it's the post-production time and it's the sound conception? What is the phase that you prefer when you do your film? My favorite part? Yeah. Finishing. On va devoir nous-mêmes finir dans 3 minutes. Alors, j'attends la réponse des autres personnes, mais il va falloir être un petit peu rapide. Théo, moi, quelle est ta partie préférée? Pour moi, c'est le début du film, quand je m'assois avec les dessins, quand je fais la construction sonore du film, parce que moi, je commence toujours avec le son. Et aussi la partie finale avec le montage, parce que j'adore le montage. C'est très important. Pour moi, c'est le scénario, la conception graphique et puis le montage. Oui, c'est la partie du son, la conception sonore et la musique et tout ce qui est sonore et le bruitage. Ça, c'est fascinant aussi, complètement. Ça, c'est vraiment des étapes
C'est des étapes où on peut relaxer. Puis, pourquoi le bruitage, précisément? Parce que le bruitage, c'est un peu à l'ancienne. Hein, c'est encore... parce qu'il n'y a aucun bruit qui existe, alors il faut... si on marche dans la neige, c'est encore la boîte de Crackle Jack. C'est très, très, très artisanal, puis ça fonctionne encore comme ça. Puis cette étape-là, c'est toujours... c'est très salissant. Et, donc, ouais, pour moi, c'est mes étapes favorites. Merci. Merci à tous les quatre. C'est donc la fin de cette rencontre sur l'animation. Vous avez été très intéressants. Patrick, Frank, Théo, Chris, merci beaucoup. Thanks a lot.